Je pense que pour le moment, tout le monde est là, Madame Bouchabi, donc vous pouvez partager vos slides. Voilà, très bonne soirée, Sahaftorkom, et à tout de suite. Bonsoir tout le monde, salam alaikum, Sahaftorkom. Je me présente, docteur Amel Bouchabi. Je suis enseignante à l'université d'Umm el-Bouakhi dans le domaine de l'énergétique, mécanique énergétique plus précisément. Mais j'ai eu l'opportunité de m'aventurer, si vous voulez, dans le domaine des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, notamment dans le bâtiment. Et je suis actuellement dans l'expertise de ce domaine. Je suis aussi membre fondatrice de l'association. Pardon, Madame Berly, je ne vois pas l'écran. Oui. Est-ce que l'écran est Oui, partagé? oui. Ah, très bien. C'est un peu décalé. Est-ce que mon écran apparaît? Enfin, la présentation. Oui, oui, tout à fait. C'est très, Très bien bien. visible. Très bien. Donc, je poursuis. Je fais un peu de l'expertise dans le domaine de l'efficacité énergétique, management de l'énergie et intégration des énergies renouvelables dans le bâtiment. Et je m'intéresse beaucoup à ce domaine, notamment en expertise, mais aussi en recherche, surtout pour les systèmes innovants dans le secteur du bâtiment, pour réduire la consommation énergétique, utiliser des systèmes plus propres, entre guillemets, et renouvelables, et en même temps réduire l'empreinte carbone. Mon intervention aujourd'hui va être par rapport à la normalisation. Mais j'ai essayé d'axer cela sur les économies d'énergie. Pourquoi? Parce que je trouve que la normalisation et l'utilisation des normes est devenue nécessaire à l'heure actuelle. Et comme je suis membre volontaire dans un comité technique national auprès de l'Institut algérien de normalisation, l'IANOR, et que nous voyons souvent plusieurs normes passer entre nos mains pour les adopter. Je trouve ça dommage que la majorité des entreprises, des acteurs socio-économiques de notre pays ne se penchent pas sur ça et malgré qu'ils appliquent indirectement ces normes-là. Et on va essayer de voir un petit peu le lien entre les deux, entre la normalisation et les économies d'énergie, d'une manière un petit peu pragmatique, mais générale aussi, parce que des normes, il en existe beaucoup. Donc, concernant les points sur lesquels nous allons parler un petit peu, c'est comment justement connecter ou lier entre énergie, économie, efficacité ou efficience, énergie renouvelable en d'autres termes, et coût. Donc, le lien doit être fait pour qu'on puisse un petit peu comprendre le tout qui constitue notre présent et bientôt notre futur en termes des énergies renouvelables, d'efficacité énergétique, de réduction de l'empreinte carbone, etc. Mais aussi comprendre qu'est-ce qu'on entend par normes, la normalisation et l'économie d'énergie, pourquoi, quand, comment et où. Et enfin, je ne parlerai pas de conclusion, mais j'ouvrirai plutôt un think tank pour qu'on puisse discuter tous ensemble sur la normalisation et son impact dans ce qui se passe actuellement dans le domaine ou dans l'environnement de l'énergie. Donc, pour le premier point, on va parler un petit peu des facteurs clés
des facteurs clés, donc le plus important et bien sûr, ou le cœur même de notre discussion, c'est l'énergie. Donc l'énergie, c'est-à-dire la capacité à produire un travail ou à causer ou à provoquer un changement dans un système. Bien sûr, tout le monde sait qu'elle ne peut être ni créée ni détruite, mais qu'elle est certainement juste convertie d'une forme à une autre entre plusieurs systèmes, entre plusieurs corps. Le deuxième point ou le deuxième facteur clé, c'est comment économiser justement l'énergie, ce qui est très important et crucial dans l'approche de développement durable. Notamment l'objectif ou l'ODD 7, c'est-à-dire comment utiliser une énergie plus propre et à moindre coût, et bien sûr son accessibilité à tous. Et bien sûr, quand on parle d'énergie actuellement, il est hors de question de parler, de se baser sur les non renouvelables par rapport à leur impact néfaste sur l'environnement. Donc, c'est surtout les énergies renouvelables. Donc, ça permet, les économies d'énergie permettent de ralentir, si on veut, l'épuisement des ressources naturelles, parce qu'on ira vers, quand on dit économie d'énergie, de facto, on pense à ne pas consommer de l'énergie. C'est the in-use of energy, c'est-à-dire on n'utilise pas cette énergie et donc automatiquement on va préserver un petit peu les ressources naturelles. D'un autre côté, si on préserve les ressources naturelles, dont en grande partie les fossiles, on va protéger l'environnement parce qu'on va réduire les émissions de gaz à effet de serre d'un point de vue environnemental. Mais aussi, on va réduire les coûts puisqu'une énergie qu'on ne consomme pas, elle ne coûtera rien, elle coûtera 0 dinar. Et ainsi, ce facteur clé qui est l'économie d'énergie, elle va nous permettre pardon, excusez-moi, elle va nous permettre d'assurer des économies de coûts ou financières. On va préserver un petit peu nos poches. Elle va protéger l'environnement par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la protection ou la préservation des ressources naturelles. Mais cela ne veut pas dire qu'en économisant de l'énergie, on va se priver de quoi que ce soit. Ce n'est pas le but, c'est-à-dire on doit garder un confort intérieur, un niveau de confort acceptable et non pas réduit. C'est-à-dire ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but d'économiser de l'énergie en se privant de l'utilisation de l'énergie. Ce n'est pas ça. On va garder le confort parce que le principal objectif de l'utilisation de l'énergie, c'est notre confort, c'est notre bien-être. Et donc, on va garder cela comme objectif principal, mais on va réduire un petit peu le gaspillage, l'énergie perdue et l'énergie utilisée à mauvais escient. Et bien sûr, le confort doit être préservé, mais aussi on va penser dans la durabilité des systèmes, des appareils, de la gestion et aussi aux bonnes pratiques qui réduisent surtout le gaspillage et l'utilisation inadéquate et inappropriée de l'énergie. Le facteur 3, si on mélange un petit peu l'énergie avec l'économie d'énergie, on aboutit un petit peu à l'efficacité énergétique, malgré que la définition n'est pas la même. Quand on parle d'économie d'énergie, on parle d'énergie non utilisée. Par contre, quand on parle d'efficacité énergétique, c'est qu'on va utiliser un niveau inférieur ou un taux inférieur d'énergie et de ressources énergétiques, mais pour les meilleurs résultats souhaités. C'est-à-dire qu'on va garder un petit peu nos objectifs d'utilisation et de consommation de l'énergie, mais on va consommer moins. Et dans ce cas, si on consomme de l'énergie, on n'est plus dans la conservation de l'énergie ou dans l'energy savings, mais
Cela va de soi. Pour moi, ce n'est pas indissociable. Ils sont indissociables plutôt parce que on ne peut pas empêcher l'être humain de consommer de l'énergie. Donc, on va parler dans le sens large de l'économie de l'énergie, c'est-à-dire réduire la consommation et non pas ne pas utiliser du tout de l'énergie. Sorry, il manque une lettre ici. Donc, dans d'autres termes, on va dire, in other words, l'efficacité énergétique va être pour nous un métrique de performance ou une mesure. Cette mesure permettra ou nous donnera c'est-à-dire des possibilités d'éliminer, par exemple, toute forme de perte d'énergie non nécessaire, de réduire et de contrôler la demande en énergie, c'est-à-dire si on arrive à réguler un petit peu nos besoins et à les utiliser dans le bon sens, donc ça va réduire les pertes, réduire évidemment les gaz à effet de serre, les GES, et bien sûr aussi diminuer les coûts pour les ménages et pour les consommateurs d'une manière générale. Les ménages, donc, pourquoi les ménages? Parce que c'est le secteur qui consomme le plus d'énergie de par le monde. Pour l'Algérie, ça a atteint les 46%. Ça a atteint les 46% dans les derniers bilans du ministère de l'Énergie et des Mines. Donc, le facteur 4, c'est les énergies renouvelables. Donc, qui dit changement de modèle énergétique, réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc., et préservation des ressources naturelles, cela va de soi qu'on va parler de sources naturelles mais renouvelables, c'est-à-dire qui se renouvellent à l'échelle de l'homme, et de facto, elles sont plus clean, donc c'est de l'énergie propre. Pourquoi? Parce que non pas à 100%, mais parce que lors de l'exploitation de ces ressources ou de ces sources, de ces énergies, il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre. Par contre, sur tout le cycle de vie, il y a toujours des émissions à effet de serre, mais assez moindres par rapport aux énergies fossiles, c'est sûr. Elles se régénèrent naturellement le long du temps. Et comme je viens de dire, à l'échelle de l'homme, c'est pour ça qu'elles sont renouvelables. Et elles vont dans le futur assurer ou nous donner un futur plus sûr par rapport aux énergies et consommations énergétiques que nous allons avoir et que les générations futures vont avoir. Mais aussi, il y a un point tout aussi crucial, c'est la sécurité énergétique. La sécurité énergétique, c'est-à-dire que les énergies renouvelables se trouvent partout sur la planète. Et donc, ça va préserver certains pays d'une dépendance quelconque, d'une indépendance énergétique quelconque pour les autres pays. Et ils peuvent, dans ce cas, développer leur propre système énergétique grâce aux renouvelables. Le facteur 5, on va parler un petit peu coût parce que c'est là où le mât blesse, c'est-à-dire qu'on a tendance à voir que les économies d'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables coûtent cher, mais du point de vue cycle de vie global, le coût du cycle de vie total, c'est-à-dire c'est tout un processus d'estimation et de calcul des coûts et des dépenses pendant tout le cycle de vie. Et ça inclut bien sûr la construction, depuis la conception du système, sa construction, son exploitation, c'est-à-dire son fonctionnement, la maintenance et jusqu'au recyclage ou fin de vie. S'il n'y a pas de recyclage, donc c'est sous forme de déchets. Et ça, ces coûts-là, bien sûr, on a l'impression qu'ils sont élevés, mais tout dépend de comment on va rationaliser et optimiser la production et la consommation de l'énergie.
Parce que dans ce cas de figure, rationaliser, optimiser notre production et notre consommation énergétique va systématiquement donner lieu à des coûts moindres. À long terme, bien sûr, mais à des coûts moindres. Donc, si on veut un petit peu résumer, on a les différents processus énergétiques qui partent de la conversion d'énergie d'une forme à une autre. Tout dépend de notre objectif. Est-ce que c'est de la chaleur ou de l'électricité ou du froid? C'est la transmission aussi, c'est-à-dire on peut garder la même forme d'énergie, mais juste la transmettre d'un système à un autre. C'est le stockage qui pose vraiment le problème actuel par rapport aux énergies renouvelables qui sont souvent intermittentes et non disponibles tout le temps. Et son transport. Toutes ces phases-là engendrent de la consommation énergétique, même si c'est de la production d'énergie ou son transport. Mais aussi, ça aboutit à une certaine consommation, à la consommation énergétique. Qui dit consommation dit perte. Et l'objectif des économies d'énergie, c'est de réduire ces pertes-là au maximum et ne prendre de l'énergie que ce dont nous avons besoin. Pour les types d'énergie qui sont la source même de ces différents transferts, différentes transformations, on a l'énergie mécanique, bien sûr, l'énergie cinétique, électrique, solaire, l'énergie éolienne, l'hydroélectricité, puisqu'on parle de l'énergie hydraulique uniquement pour la production d'électricité, l'énergie thermique, chaleur-froid, et l'énergie chimique, donc tout ce qui est process chimique, mais aussi, ça inclut aussi le nucléaire. Par contre, si on veut ressortir les sources énergétiques renouvelables, donc on a le soleil, l'eau, les vagues, c'est-à-dire l'énergie marémotrice, l'éolienne, le vent, la biomasse et l'énergie de la terre, c'est-à-dire la géothermie. Et ces formes-là d'énergie, si on les intègre dans les systèmes, ça n'empêche pas de chercher à économiser de l'énergie, même avec les énergies renouvelables. C'est-à-dire, quand on parle d'économie d'énergie, ce n'est pas les énergies renouvelables. Ce sont des procédures de réduction de notre consommation énergétique, qu'elles soient de sources non renouvelables ou renouvelables. Même les énergies renouvelables qui sont utilisées d'une manière aléatoire, qui ne sont pas bien installées, bien gérées, etc., vont engendrer du gaspillage en énergie et donc ce n'est pas systématique. C'est-à-dire quand on a une installation en énergie renouvelable, ça ne veut pas dire qu'on va économiser automatiquement de l'énergie, c'est un tout. C'est-à-dire il faut relier bien les choses. Les énergies renouvelables vont réduire les émissions, vont protéger l'environnement, mais si on ne les utilise pas de la bonne manière, avec la bonne méthode, on va engendrer un gaspillage et des pertes aussi. Maintenant, on va parler normalisation dans tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur la normalisation dans le secteur énergétique et spécialement dans les économies d'énergie? Vous savez tous qu'il y a une multitude de normes appliquées. Là, j'ouvre une petite parenthèse. En anglais, normes, c'est standards. Mais en français, quand on parle de standards, ce ne sont pas les normes. Juste pour précision, les standards dans la langue française, ce sont ce sont des normes, mais des normes spécifiques à certains organismes, c'est-à-dire à certaines compagnies. C'est des normes propriétaires, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle des standards en français. Mais les normes que peuvent appliquer toute institution, toute entreprise de par le monde sont appelées en anglais standards. Donc, vous voyez ici qu'il y a une multitude, des centaines et des centaines d'organismes de normalisation.
on va voir par la suite qu'est-ce qu'on entend par organisme. Mais j'aimerais bien commencer avec cette petite image. Je pense que vous avez tous utilisé un vélo. Un vélo, c'est inoffensif, c'est pas compliqué. On a l'impression que c'est 3 fois rien pour fabriquer un vélo. Ça n'engendre pas de l'énergie spécialement. Mais et pourquoi j'ai choisi le vélo? Parce que pour l'anecdote, c'est parce que c'est le moyen le plus favorable quand on parle de développement durable, de protection de l'environnement, etc. Ça serait bien qu'on s'y mette tous un petit peu au vélo. Mais mon objectif en choisissant ce vélo, c'est le nombre de normes internationales qui concerne juste cette petite chose qu'est le vélo. On voit que le plus petit système ou le plus petit dispositif ou le plus petit boulon qui constitue ce vélo est géré ou est normalisé. Par exemple, je vais commencer avec celle-ci. Donc, c'est une norme ISO. Elle est assez ancienne. Elle date de 87 et elle ne concerne que la sonnette du vélo. Juste ça. On a l'impression que c'est 3 fois rien ce petit objet, mais il a une norme de produit, comment il est conçu, quelle est, c'est-à-dire sa conception, le bruit qu'il émet, etc. Il y a aussi, par exemple, tout ce qui est guidon. Tout ce qui est les lampes pour le vélo, l'antivol, le système d'antivol, qui d'habitude, on se pose jamais de questions sur tout ce qui nous entoure. Est-ce que c'est normalisé ou pas? Est-ce que la norme existe ou pas? Pour la selle et la tige de selle, quand on veut acheter un vélo, on a tendance à choisir la selle la plus jolie, etc. Mais il faut savoir qu'elle est normalisée depuis 72, par exemple. Donc, les moyaux, les roues, tout. Donc, le porte-bagages. Le porte-bagages est normalisé. Donc, on a l'impression que c'est un peu trop, mais non, c'est pas un peu trop. C'est grâce à ces normes que le vélo a cette structure-là. Et bien sûr, ces normes-là viennent d'où? Viennent d'abord d'un projet d'innovation. C'est-à-dire, il y a le designer, il y a celui qui a innové dans le domaine mécanique et a produit ce vélo et a modifié ce vélo, etc. Donc, tout est normalisé jusqu'au plus petit objet ou plus petit composant du vélo. Donc, maintenant, si on revient aux normes, donc c'est quoi une norme d'abord? D'abord, c'est un document. C'est un document bien fait, selon un format bien précis, qui a été établi ou élaboré par un consensus d'experts. Donc, on a plusieurs experts. Et donc, on a plusieurs experts, pardon, excusez-moi pour ce contretemps. Donc, on a plusieurs experts de différents domaines, chacun son domaine, et selon le document en soi, ou l'avant-projet, si vous voulez, de la norme, les experts de ce domaine-là se réunissent sous forme de comité et élaborent la norme correspondante aux composants ou au processus, etc. Mais une fois cet avant-projet finalisé ou cette norme, ce draft, ce brouillon de norme est établi ou est élaboré, il doit être approuvé par un organisme reconnu. C'est ce qu'on appelle les organismes de normalisation. Donc, et il peut être, et cette norme-là ou ce projet-là de norme peut être à l'échelle nationale pour un pays, régional pour un ensemble de pays ou international pour l'ensemble du monde ou des pays. Mais qu'est-ce qu'englobe une norme? Elle doit englober je dirais bien un savoir-faire, c'est-à-dire un savoir-faire, que ce soit pour un produit ou un processus ou autre,
un savoir-faire qui sera reconnu par tout le monde, et dont les utilisateurs vont avoir la possibilité de suivre les orientations, le contenu de ces normes d'une manière similaire et homogène. C'est-à-dire, chaque utilisateur va utiliser la même norme. Du coup, ils vont utiliser la même méthodologie ou le même processus ou le même design du produit selon la norme qu'ils vont appliquer. Donc, les normes, dans ce cas, elles ne concernent pas uniquement le côté technique, elles peuvent être sous forme de définition, c'est-à-dire c'est bien d'avoir un glossaire universel, c'est-à-dire des définitions bien précises, reconnues par tout le monde. On a l'impression que des fois, un X ou un tel utilise un mot technique totalement différent de l'autre. On ne peut pas, dans la technologie ou dans la science, se permettre ces divergences, on va dire. Sinon, on n'arrivera pas à communiquer et on n'arrivera pas à se comprendre. Donc, il y a des définitions de certains paramètres, de certaines notions, de certains concepts, etc., comme c'est le cas du développement durable. C'est un concept qui a été défini et dont la définition a été reconnue d'une manière universelle. Il y a aussi les guidelines, c'est-à-dire les cadrages, les lignes directrices pour nous diriger dans l'utilisation de la norme. Il y a aussi les normes sur les produits ou les exigences techniques. Là, par exemple, on a une norme concernant une lampe LED, par exemple, et on a une norme pour ça. Comment elle doit être fabriquée, les matériaux, la sécurité, tout ça. Et aussi les méthodes de conception et fabrication, de design, les essais, les méthodes d'essai, de mesure, de test. Tout cela, toutes ces phases-là peuvent être sujettes à la normalisation. Quoi qu'il en soit, je reviens à cette phrase en rouge, c'est que la norme, on doit bien le comprendre, la norme est volontaire. Qu'est-ce qu'on entend par volontaire? C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une nécessité. On a tendance à utiliser indirectement certaines normes. Par exemple, si on est, moi, comme en tant qu'enseignante, par exemple, je parle beaucoup de choses reconnues mondialement ou universellement aux étudiants, mais à la base, c'est une norme. Mais je ne suis pas certifiée pour cette norme. Donc, la norme, elle est volontaire dans le sens où elle n'est pas obligatoire parce que si j'ouvre des guillemets, elle est un peu compliquée à appliquer. Si vous voyez les documents des normes, c'est pas évident de l'appliquer à la lettre, mais si on veut être certifié, il faut l'appliquer à la lettre. Maintenant, ce que veut dire volontaire, c'est-à-dire on a la possibilité d'utiliser les normes si on le veut bien sûr, et moyennant de l'argent, c'est-à-dire si vous rentrez sur la page IANOR algérienne ou sur la page ISO internationale, chaque norme a un prix, un coût. Donc, on doit acheter les normes pour les appliquer, si on veut les appliquer à la lettre. Maintenant, si les gouvernements ou les pays décident d'inclure, pour les raisons qui leur sont propres, d'inclure les normes dans la réglementation, là, la norme, elle devient obligatoire. Elle devient obligatoire indirectement à travers une réglementation. C'est-à-dire, on ne va pas dire la norme telle est obligatoire, on va intégrer la norme dans le texte réglementaire. Et là, quand c'est une loi, elle est obligatoire. Je parlerai par exemple des audits énergétiques. Tous les pays ont intégré la norme de déroulement de l'audit énergétique et de ses résultats dans la réglementation, comme c'est le cas pour l'Algérie, donc pour l'industrie, où l'audit énergétique est obligatoire. Pour le bâtiment, il est obligatoire à un certain seuil de consommation énergétique, mais
il n'est pas encore appliqué parce qu'il y a la réglementation dans le bâtiment n'est pas appliquée, comment dire, n'est pas appliquée drastiquement par les entreprises, etc. Et là, donc, si on veut par contre être certifié pour telle ou telle norme ou pour un ensemble de normes, là, on doit acheter les normes, les appliquer et subir un certain processus de vérification et de mise à niveau par les organismes certifiants, certificateurs, si vous voulez, pour obtenir nos certificats. Maintenant, pourquoi on devrait ça serait intéressant de se faire certifier pour telle ou telle norme ou pour un ensemble de normes? Parce que l'objectif de la norme, ce n'est pas technique, ce n'est pas littéraire, ce n'est pas dans ce sens. L'objectif de la norme, elle est orientée vers le consommateur et le fournisseur d'un service ou d'un produit. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est purement économique, du point de vue économique, mais ce purement économique doit répondre à deux critères importants. Le premier, c'est la sécurité des utilisateurs et des consommateurs. C'est-à-dire, si on prend un appareil électrique ou un dispositif, la première chose qu'on doit vérifier, c'est qu'il n'y a aucun danger. Il ne présente aucun danger pour le consommateur. Donc, cette notion de sécurité du produit et d'être sûr, le produit doit être sûr, c'est que c'est un bien pour l'entreprise qui le fabrique ou qui le vend, qui le commercialise. C'est-à-dire, plus ils assurent que leur produit est sûr pour le consommateur, plus ils vont vendre, c'est clair. Le deuxième point, c'est la qualité du produit, la haute qualité du produit. Aussi, c'est une clé de vente, de leurs produits parce qu'ils assurent la meilleure qualité, par exemple, sur le marché. Et donc là, les normes vont s'ouvrir surtout sur le marché. Qu'est-ce qui est offert aux consommateurs? Qu'est-ce qui est plus sûr? Qu'est-ce qui a la meilleure qualité par rapport aux produits sur le marché similaires? Et là, la norme, elle peut garantir en quelque sorte cela, parce qu'elle va définir les caractéristiques du produit, ses performances, ses conditions d'utilisation, ses exigences techniques, etc. Et là, plus on normalise ou on utilise les normes pour le produit, plus on est dans ces deux critères essentiels pour le consommateur. Outre les normes pour les produits eux-mêmes, on a les normes de processus. Donc, processus, c'est une série ou des règles de déroulement, si vous voulez, des activités durant tout un processus. Donc, plus ces activités-là sont comment dire, bien organisées, etc., dans un processus bien réfléchi, selon la norme, plus le processus est viable et fiable. Il y a aussi les normes de service qui assurent la haute qualité, bien sûr, d'un service donné. C'est-à-dire, ce n'est plus un produit, on est dans les services. Et c'est pour ça que toute institution ou tout organisme de service est tenu de répondre à certains critères. Bien sûr, par rapport aux lois, à la réglementation, mais à la base, ce sont des normes qui assurent la qualité du service, les droits et les obligations de chacun. Quand je dis de chacun, c'est-à-dire du côté des fournisseurs, mais aussi du côté des utilisateurs et des consommateurs. Donc, les deux doivent répondre à ces critères-là, c'est-à-dire de droits et d'obligations par rapport aux services rendus. Et enfin, les normes de management. Le management, connu dans les entreprises, mais on a bien vu que cette notion-là de management a dépassé
la muraille des entreprises et elle s'est étalée sur tous les types d'organisations. Et donc, quand on parle d'activités, elles doivent être bien organisées et donc elles doivent être bien gérées ou managées. Et ces normes-là aident, c'est un outil d'aide à l'organisation et au management ou à la gestion des activités de n'importe quelle organisation, peu importe son activité. Pour les organismes de normalisation, il y en a des internationaux comme l'ISO. Qui ne connaît pas l'ISO, donc International Organization for Standardization, ça existe depuis 1947. Le SNIC, je l'ai découvert, mais il existe depuis apparemment 2010, mais je l'ai découvert, c'est l'Institut islamique ou des pays islamiques de normalisation et métrologie. J'ai pas trouvé grand-chose sur ce SNIC-là, mais c'est toujours intéressant. Ça serait bien de voir les normes qu'ils sont en train d'adopter ou d'élaborer. Et l'International Electrotechnical Commission, c'est la plus ancienne, c'est la mère de tous les organismes, on va dire. C'est tout ce qui est électrotechnique. Moi, j'imagine que cet institut ou cette comité est le premier. Pourquoi? C'est par rapport à la découverte de l'électricité et des appareils électriques et leur danger. Le danger. On a parlé de normes et donc de sécurité des utilisateurs. Et donc, l'électricité, on sait bien que les risques sont importants. J'imagine que c'est pour ça qu'il est le plus ancien. Et il a engendré les autres organismes. Pour le régional et le national, par exemple, juste en USA, on a plus de 600 organisations, notamment ASHRAE. ASHRAE, c'est une association américaine d'ingénieurs que nous utilisons, nous, dans notre domaine. On est dans l'enseignement en énergétique et ça concerne tout ce qui est chauffage, conditionnement d'air et froid. Donc, c'est heating, refrigeration and air conditioning. Donc c'est tout ce qui concerne le bâtiment, on va dire. Tout ce qui concerne les appareillages de chauffage, de froid et de conditionnement d'air. Le CEN, c'est le comité européen. Donc, ça englobe pratiquement tous les pays européens. Donc, c'est régional. Par contre, le DIN, c'est l'Institut allemand de normalisation. Le BSI, c'est le britannique, l'Institut britannique. AFNOR, c'est l'Association française de normalisation. Le Japon a son propre comité aussi. La Chine, l'Égypte. J'ai pris un petit peu de tout, mais tous les pays du monde ont pratiquement leur organisation. Donc, et enfin, j'ai mis en dernier, mais on y reviendra plus tard, c'est l'Institut algérien de normalisation, IANOR, l'Institut algérien de normalisation. Maintenant, pour élaborer une norme, on a une certaine rigueur d'élaboration dans le processus, mais aussi dans le format. Je vais parler d'abord de processus. Donc, on a d'abord ces acteurs socio-économiques de tout type peuvent d'abord émettre leurs besoins. Ils ont des besoins quelque part. Peut-être qu'ils ont innové dans un produit, qu'ils ont besoin d'innover, qu'il y a des problèmes dans leurs produits, etc., dans leur processus, et ils émettent des besoins. Ces besoins-là vont faire l'objet d'un brouillon ou avant-projet, ce qu'on appelle un avant-projet de norme. L'avant-projet de norme, il est élaboré par des experts composant le comité technique, en généralement, et ces experts-là vont se réunir pour discuter un petit peu de la création, c'est-à-dire l'élaboration d'une norme, ou la révision d'une norme, l'adoption d'une norme, etc. Donc, ils vont prendre cet avant-projet, que ce soit d'élaboration d'une nouvelle norme ou de révision d'une ancienne norme. Ils vont établir ce consensus. S'ils sont satisfaits
ça passe directement à l'enquête publique. Sinon, on doit rectifier un petit peu l'avant-projet selon les recommandations de ces experts. Mais s'il passe en enquête publique, l'enquête publique, elle est destinée, bien sûr, au secteur socio-économique qui en a le plus besoin de cette norme-là, y compris ceux qui ont proposé, mais aussi un public plus large. Ils vont émettre, s'il y a, des observations. Leurs observations vont être reprises par le comité technique pour vérification et rectification s'il faut, ou bien, s'ils sont d'accord, la norme va être publiée. Donc, publiée, et là, ça ne s'arrête pas là. Il y a une périodicité de révision qui nous retourne jusqu'aux besoins, parce qu'il faut dire que les besoins dans le monde sont dynamiques, les temps changent, la technologie évolue. Si vous voyez sur certaines normes, elles ont été annulées, d'autres ont été révisées. Par exemple, pour l'institution ISO, la révision des normes, elle est périodique aux environs de 5 ans. Chaque 5 ans, on révise la norme. Mais on voit bien que certaines normes, elles datent depuis des années, elles n'ont pas été modifiées parce qu'ils n'ont pas trouvé ou émis de besoin par rapport à ça. Par contre, d'autres, elles ont été carrément annulées et remplacées par d'autres normes, et ainsi de suite. Et d'autres ont été révisées, et voilà. Donc, on revient au centre de notre webinaire, c'est la normalisation et l'économie d'énergie. Comment on va relier cela? Donc, on va se poser un certain nombre de questions. D'abord, pourquoi? Pourquoi? Parce que en termes d'efficacité énergétique et d'énergie non utilisée, non consommée, on est obligé quelque part d'avoir une approche systémique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer l'efficacité énergétique ou apporter des changements à notre modèle énergétique sans être d'une manière aléatoire. Il faut bien que ça soit organisé, que l'approche soit systémique et pourquoi pas périodique, c'est-à-dire qu'il y ait toujours une amélioration continue. C'est ça le plus essentiel. Et dans ce cas, cette approche systémique, elle est liée à la réduction de la consommation totale dans les différents usages énergétiques, de la protection de l'environnement, de la conformité avec les lois et la réglementation. Parce que si une norme, elle va dans le contresens d'une loi, c'est la loi qui prime, on est bien d'accord, jusqu'à révision. Donc, il y a aussi l'amélioration de l'image de marque de l'entreprise ou bien du fournisseur. Je viens de dire que les normes sont établies aussi par rapport et surtout par rapport à l'aspect économique des produits. Et donc, plus on est certifié avec des normes les plus récentes et les plus techniques, par exemple, plus nos produits améliorent notre image de marque en tant que fournisseur, que commercial, que producteur, etc. Et surtout, améliorer l'efficacité énergétique. Un petit peu pour répondre à toutes ces questions et pour rassembler le tout, on a besoin de cette approche systémique. Cette approche systémique, elle ne peut être possible que grâce à la normalisation. Donc, cette normalisation, elle est nécessaire, voire des fois obligatoire, comme j'ai dit, quand on l'intègre dans notre consensus réglementaire, parce qu'il y a cette assurance qualité du processus ou du produit ou de la méthode, etc. Amélioration de la performance des systèmes, des appareillages, des processus, la réduction des pertes en énergie et la gestion de la consommation, et surtout aussi l'interopérabilité et la compatibilité. On a vu que les normes, il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs
pour le même axe ou pour le même domaine. Et comme on voit sur cette image-là, on a plusieurs aspects. Et chaque aspect ou chaque domaine a ses propres normes. Et il faut qu'il y ait cette connexion d'interopérabilité entre les différentes normes pour que ça soit cohérent, pour que notre approche soit la plus cohérente possible et qu'il n'y ait pas d'effet boomerang, c'est-à-dire on veut réduire la consommation énergétique, mais si on ne respecte pas cette interopérabilité, on va avoir le résultat inverse et ainsi de suite. Et il faut qu'il y ait compatibilité entre les différentes normes que nous allons utiliser. Mais aussi, l'objectif, c'est le marché. C'est le marché, c'est fournir un produit de qualité, de haute qualité, etc., au marché. C'est le développement du marché et l'innovation, parce que la normalisation de facto va entraîner ou engendrer l'esprit innovateur et ça va aboutir à toujours une amélioration continue des produits. Mais aussi la fidélisation des consommateurs. La fidélisation des consommateurs, on va se poser la question peut-être ensemble dans le think tank, mais moi personnellement, quand je vais acheter n'importe quel produit, même le plus basique, le plus banal qu'il soit, je me pose toujours la question d'où il vient, où il a été fabriqué, comment, etc. Et ce qu'on déplore un petit peu, c'est que on ne fait pas attention à ce genre de choses et on risque de tomber dans des produits qui ne sont pas sûrs pour la santé, qui peuvent être même dangereux et ainsi de suite. Et ça serait bien de voir les normes comme garantie pour tel ou tel produit. Par exemple, ici, pour les différents avantages, donc on a dit que c'était contre la pollution, que c'était la réduction des factures énergétiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la protection de la faune et la flore, la conservation des ressources naturelles non renouvelables, fossiles, parce qu'elles sont épuisables, ainsi de suite. Donc, c'est un tout. C'est pour ça qu'on parle d'approche systémique plutôt que de norme par norme. On ne peut pas prendre une norme et laisser le reste du pack. On est obligé quelque part de prendre tout un package. Quand va-t-on appliquer la normalisation ou les normes? La normalisation, c'est l'action de normaliser, mais quand va-t-on appliquer les normes? C'est-à-dire si on veut éviter de consommer de l'énergie et on veut réduire notre taux de consommation énergétique, c'est-à-dire on va réduire la consommation. Et là, par exemple, pour cet exemple-là, c'est le choix d'équipements moins énergivores, avec des qualités et des performances plus meilleures, on va dire, meilleures, mais qui consomment moins d'énergie. Et c'est ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire on a vu que tous les appareils maintenant portent cette étiquette énergétique, de classe énergétique, et cette étiquette, elle va nous permettre de choisir un petit peu nos différents appareils électriques, de froid, de chauffage, électroménager, et ainsi de suite. Pour l'aspect, par exemple, industriel, quand on a un processus, vous voyez que les processus sont similaires. Et là, la quantité des pertes énergétiques là sont beaucoup plus importantes, alors qu'il suffit de changer le dernier process et de récupérer une partie de ces pertes pour ce nouveau process. Et là, on a moins de pertes. Et là, on est en train d'améliorer notre processus, parce qu'on a déjà établi un nouveau processus moins énergivore, on a récupéré une partie de l'énergie et les pertes ont vraiment diminué. Mais d'un autre côté, on a réduit nos coûts, parce que qui dit perte dit coût. Et c'est ce qui se passe, par exemple, du point de vue électrique.
surtout pour les moyennes tensions, les utilisateurs des moyennes tensions, ils ont beaucoup de pertes. Et ils ont une grande consommation ou enfin le coût de l'énergie totale est plus élevé parce qu'il y a une partie par exemple, d'énergie réactive qui n'est pas réellement utilisée, mais qui est comptabilisée. Et là, c'est une perte, mais qui est engendrée par exemple, des moteurs électriques qu'on utilise et ainsi de suite. Donc, ces pertes-là peuvent être rectifiées grâce aux normes qui nous donnent des procédures d'application, des méthodes et ainsi de suite. Maintenant, comment va-t-on appliquer ces normes? Donc, franchement, en tant que membre dans un comité technique, l'utilisation des normes, ce n'est pas sorcier. C'est un peu compliqué à appliquer, c'est sûr, mais il suffit d'être bien formé sur la norme pour l'appliquer. Et c'est très utile d'utiliser ces normes-là. Par exemple, pour l'éclairage, pour le chauffage froid, production de froid, pour la cuisine, c'est-à-dire la cuisine, qui dit cuisine dit consommation énergétique, pour les équipements et machines, pour les processus industriels, pour la mobilité, transport, en agriculture, pour le secteur des services et ainsi de suite. Donc, tous les secteurs sont concernés par les économies d'énergie et les normes d'économie d'énergie. Elles nous permettent d'acquérir des bonnes pratiques, good practices. Donc, ces bonnes pratiques sont très utiles. On ne s'en rend pas compte. Par exemple, je vous donne un exemple. Éteindre la lumière dans un espace où il n'est pas nécessaire d'éclairer, où il n'y a personne, par exemple. Ce simple geste ne se voit pas, on ne le ressent pas, on ne le mesure pas, sauf quand on a, sur une longue période, une facture qui arrive et on sent la différence. C'est-à-dire qu'il faut juste comparer et comprendre l'intérêt d'avoir de bonnes pratiques en consommation énergétique et de suivre un petit peu les normes, pas nécessairement d'être certifié, mais au moins de suivre les grandes lignes et utiliser ces normes-là d'une manière adéquate. Donc, comme je viens de le dire, éteindre les lumières, c'est-à-dire débrancher les appareils électriques quand on n'utilise pas, pourquoi les mettre en veille, marcher au lieu de conduire une voiture, et ainsi de suite, ou utiliser un vélo comme tout à l'heure, et ainsi de suite. Donc, ce sont des gestes simples, mais qui peuvent, à long terme, c'est-à-dire dans le temps, aboutir à une réduction de la consommation énergétique, donc à une économie d'énergie, mais aussi à préserver notre capital financier, on va dire, à réduire nos coûts. L'agriculture circulaire aussi, c'est très important d'utiliser les normes dans ce secteur-là. On parle de sécurité alimentaire, on parle de appauvrissement des sols, de rareté des pluies, etc. Et tout ce système, cet écosystème agricole, on a besoin de le recréer et ça serait bien d'appliquer des normes pour pouvoir récupérer un petit peu la qualité des sols, la qualité des produits, la pluviométrie, la consommation énergétique avec des sources plus propres, donc renouvelables, et ainsi de suite. Et ça permettra d'avoir plusieurs objectifs atteints, c'est-à-dire préserver la nature, lutter contre les changements climatiques, assurer une économie et une productivité agricole et répondre aux besoins de la société d'une manière ou d'une autre. Où est-ce qu'on va appliquer ces standards? Comme je viens de le dire, dans les différents secteurs.
où on a besoin d'énergie, on a besoin d'appliquer la normalisation, les normes. Donc, c'est dans le building, c'est-à-dire le bâtiment, secteur du bâtiment, l'industrie, le transport, l'agriculture, les services et tout secteur que je n'ai pas cité ici. Donc, n'importe où on a besoin de l'énergie, on a besoin de revoir notre consommation énergétique, nos pratiques, notre modèle énergétique. Et là, cette pyramide nous donne une petite vision sur comment va être l'application des normes dans ce sens-là. D'abord, il faut utiliser les normes qui permettent l'analyse énergétique, utiliser les normes d'économie d'énergie, les normes d'efficacité énergétique et le management dans le temps, parce que quand on applique des solutions, par exemple, d'économie d'énergie ou d'efficacité énergétique, on a besoin de remesurer, de revoir sur une période de temps et de ressortir avec des résultats. Est-ce qu'on a réussi à économiser ou pas? Et là, c'est ainsi et c'est cyclique, donc c'est l'amélioration continue et on a besoin d'un système de management dans ce sens. Et au pic de cette pyramide, c'est l'utilisation des énergies renouvelables. Vous voyez que plus on monte dans la pyramide, plus on gagne en argent. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est-à-dire que l'économie d'énergie, c'est la première étape à faire après notre analyse parce que c'est gratuit, on gagne rapidement en coût. Par contre, les énergies renouvelables, elles imposent un certain investissement, mais qui sera amorti avec le temps. On va prendre maintenant quelques exemples de normes dans le domaine des économies d'énergie et de management. Donc, dans les normes de management, on va parler de la ISO 50001 et ISO 50045. Dans les normes de service 50007 et EN, donc européenne, 17669. Pour les normes de processus, on a une série de 4143 et plus la 50047 et européenne 16247, 2, 3 et 4. Et enfin, en produit, on va parler de ces normes-là. Je ne suis pas sûre, je crois que je dois corriger ici parce que je n'ai pas gardé ces normes-là dans la présentation. Pour le management, je pense que si vous êtes intéressé par le secteur de l'industrie, vous avez tous entendu parler de l'ISO 50001. Elle a été élaborée en 2011 et révisée en 2018. Donc, elle représente un système de management qui ressemble, grosso modo, à un système de management de l'entreprise. Donc, on parle de management en général en entreprise. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les concepts d'entreprise ont quitté un petit peu cet environnement industriel, on va dire, ou commercial, et ont atteint plusieurs autres secteurs, dont l'énergie. Donc, système de management de l'énergie, cette norme-là concerne les exigences et les lignes directrices de l'utilisation d'un système ou de la mise en place d'un système de management de l'énergie. Et ça suit cette procédure-là, circulaire. Donc, on a la planification, c'est-à-dire on doit élaborer une politique. Qui doit élaborer cette politique? C'est l'organisme, l'organisation, l'entreprise, de n'importe quelle taille qu'elle soit, la plus petite jusqu'au multinational. Et grâce à cette, politique de développement de l'institution ou de l'organisation ou de l'organisme, on va établir certains objectifs et cibles. Donc, bien sûr, les objectifs et les cibles doivent être étudiés par rapport à leur réalisation dans le temps. On ne doit pas être trop ambitieux ni trop mou. Donc, on a besoin d'avoir des cibles tangibles, mais aussi faisables.
faisable dans le temps. Ensuite, après la planification et la définition des objectifs et des cibles, on va implémenter des actions d'amélioration de notre modèle énergétique. C'est-à-dire, on a une organisation qui consomme de l'énergie, on va voir toutes les sources de consommation de l'énergie, on va essayer d'appliquer certaines actions d'amélioration. Enfin, on va vérifier ces améliorations, si elles ont bien joué leur rôle, et comparer avec les objectifs prédéfinis. Et enfin, on va agir par une amélioration continue de la performance pour revenir au plan. C'est-à-dire, une fois cette amélioration continue, c'est-à-dire on va ou bien revoir à la hausse nos cibles et nos objectifs, ou revoir les défaillances, c'est-à-dire établir ce qu'on appelle un système SWOT, c'est-à-dire voir toutes les faiblesses, les contraintes et toutes les opportunités et les forces de notre système. C'est grosso modo un système de management de l'énergie qui doit être appliqué par n'importe quelle organisation qu'elle soit et qui donne de bons résultats et qui a montré, qui a prouvé sa performance dans plusieurs organismes et organisations. Toujours en management, nous avons l'ISO 50045, donc édité pour la première fois en 2019. Donc là, on parle un petit peu de lignes directrices techniques dont l'objectif, c'est évaluer les économies d'énergie, mais purement industrielles, c'est-à-dire dans les centrales thermiques. Ces centrales thermiques, elles englobent les centrales à vapeur, les centrales de turbines à gaz et les centrales à cycle combiné ou à cogénération. Et ça, ces lignes directrices, parce qu'on parle de lignes directrices, donc ce n'est pas l'évaluation elle-même, mais comment la faire. Donc c'est pour ça qu'elle rentre dans le management. Avant et après l'implémentation des actions d'amélioration de la performance énergétique de nos systèmes. Donc, on prend avant et après et on essaie de voir un petit peu notre centrale thermique, comment qu'elle doit voir ses consommations et son modèle énergétique. L'ISO 50046, par contre, c'est une continuité. C'est une continuité parce qu'elle donne les méthodes de prédiction des économies d'énergie. Donc, c'est les méthodes prédictives, avant même d'appliquer les actions. Donc, toujours, c'est du management. Donc, c'est les lignes directrices sur les méthodes que les propriétaires des organisations, etc., que les décideurs, on va dire, vont utiliser pour calculer et prédire les économies d'énergie possibles par rapport à une ou autre action d'amélioration de la performance. C'est-à-dire, ils vont essayer d'estimer avant de passer à l'action. Pour les services, par exemple, la ISO 50007, éditée en 2017 pour la première fois et non encore révisée, c'est les lignes directrices pour l'approvisionnement en énergie et l'amélioration des services d'approvisionnement pour les utilisateurs. Donc, elle encourage les bonnes pratiques pour l'approvisionnement en énergie et elle explique, c'est-à-dire elle explique ou elle informe sur comment assister les utilisateurs ou les consommateurs à gérer leurs coûts et à promouvoir l'efficacité énergétique et économie d'énergie dans leur système. C'est-à-dire, le consommateur, il est ignare de tout ça. Il ne connaît pas c'est quoi l'efficacité énergétique, c'est quoi l'économie d'énergie. Et outre ou au-delà de la sensibilisation qu'on retrouve un petit peu partout dans notre environnement, les normes peuvent aider
les fournisseurs à assister leurs consommateurs de manière comment dire, de manière très précise grâce aux normes. La norme EN, c'est-à-dire elle vient du Comité européen de normalisation, donc c'est les pays. Pour ouvrir juste une parenthèse, chaque pays européen a son propre organisme de normalisation et a ses propres normes. Mais ils se sont entendus, en créant l'Union européenne, on va dire, ils se sont entendus que toute norme qui est validée ou élaborée au niveau européen doit être appliquée partout dans tous les pays. Ce n'est pas au choix, c'est-à-dire chaque norme européenne doit être appliquée telle qu'elle dans tous les pays européens qui font partie de ce consortium. Donc, cette norme-là, elle met en exergue, elle explique comment doivent être les contrats de performance énergétique et les conditions ou exigences minimum. Donc, ça revient toujours à la fourniture de l'énergie et à aux actions de performance énergétique, c'est-à-dire les actions d'efficacité énergétique. Donc, l'objectif de ce document, c'est assurer une transparence entre le fournisseur et le consommateur par rapport aux services énergétiques qu'il lui offre et ce qu'on appelle les CPE ou contrats de performance énergétique. Donc, elle met les grandes lignes et détermine comment doivent être ces contrats-là et c'est quasiment les normes européennes rentrent quasiment dans la réglementation de tous les pays en général. Maintenant, on va passer aux normes de process. On a l'ISO 50047. Donc, on a un processus. C'est la détermination des économies d'énergie dans les organisations. Donc, chaque organisation, de n'importe quelle taille qu'elle soit, petite ou énorme, elle peut utiliser cette norme pour déterminer ses économies d'énergie. Donc, elle décrit les approches de calcul de ces économies d'énergie pour telle ou telle organisation. Bien sûr, la norme, elle est générale pour n'importe quel type d'organisation, mais elle peut être adaptée à chaque organisation qui souhaite l'utiliser. Donc, elle n'est pas liée directement à un système de management de l'énergie. On peut ne pas appliquer la norme ISO 50001, mais on peut acquérir et appliquer cette norme-là pour avoir une idée de ce qui se passe par rapport aux économies d'énergie possibles. Et donc, c'est une application directe de l'ISO 50046 dont on a parlé tout à l'heure et qui donnait les lignes directrices des méthodes de calcul des estimations des économies d'énergie. Donc, celle-ci, c'est l'application, c'est le calcul, c'est la détermination de ces économies-là. L'ISO 17741 de 2016 nous donne les règles de mesure, de calcul et de vérification des économies d'énergie dans les projets. Normalement, il parle dans ces deux normes de la même chose. Là, c'est pour les organisations, là, c'est pour les projets. Comment calculer et vérifier les économies d'énergie pour les projets de rénovation, qui sont un point noir dans le monde parce que les projets de rénovation ont besoin de réels potentiels pour rectifier un petit peu leur modèle de consommation énergétique, mais aussi les nouveaux projets. C'est pour ça qu'on parle de calculer ou de vérifier les économies d'énergie possibles de ces types de projet. Une norme identique, mais appliquée aux pays carrément, aux régions ou aux villes.
du calcul des économies d'énergie, et c'est ce qui est très important parce qu'elles permettent d'avoir des méthodes harmonisées de par le monde. Elle calcule et prédit les économies d'énergie sur des périodes bien déterminées et elle couvre deux méthodes ou deux approches. L'approche basée sur les indicateurs et l'approche basée sur les mesures. Donc, et là, ces deux méthodes sont acceptables, toutes les deux, elles sont normalisées et c'est un outil assez intéressant pour les décideurs, surtout quand il s'agit de pays, vraiment calculer les économies d'énergie d'un pays, c'est vraiment énorme, ainsi que les régions ou les villes. Mais cette norme-là, elle peut être très importante, surtout dans le contexte actuel où on parle de crédit carbone, etc., d'empreinte carbone, d'émissions, etc., par pays. Et l'Algérie, comme tout autre pays, a besoin vraiment de voir un petit peu et d'utiliser un petit peu cette norme-là pour pouvoir répondre à l'agenda 2030 par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la réduction de la consommation énergétique, à économiser l'énergie qui est tellement gaspillée chez nous. Pour le process aussi, on a cette ISO 17743 qui parle de la méthodologie pour le calcul et le report, c'est-à-dire le report des résultats, des économies d'énergie, calculer et rapporter, si vous voulez, ces résultats dans un rapport qui peut être utile et utilisable par l'organisation ou par les projets ou par les pays, régions et cités. Donc, cette norme-là, elle est applicable pour les trois types de contextes précédents, organisation, projet et pays, régions et villes. Toujours dans le process, on vient ici sur un point assez sensible et dont tout le monde parle, ce sont les audits énergétiques. Donc, il y a ces normes européennes. Je tiens juste à préciser que ces normes-là ont été adoptées en Algérie. Donc, si elles sont adoptées, c'est-à-dire qu'elles sont devenues normes algériennes aussi. Donc, elles concernent les procédures d'audit énergétique dans le bâtiment. C'est la 2, c'est la partie 2. La partie 3, c'est les processus industriels et la partie 4 concerne le transport. Pourquoi ces trois secteurs? Parce que ce sont les secteurs les plus énergivores, notamment le bâtiment et le transport, et vient ensuite l'industrie en Algérie. Pour les autres pays, l'industrie, elle est plus consommatrice, donc tout dépend de chaque pays. Donc, elle explique un petit peu les méthodes pour effectuer des audits énergétiques réguliers ou périodiques pour les entreprises et les différents secteurs d'activité et comment le réaliser cet audit et aboutir au rapport d'audit que vous connaissez tous. Je ne sais pas si tout le monde est dans le domaine de l'énergie, mais l'audit énergétique est le premier pas d'analyse vers l'amélioration de la performance énergétique des systèmes. Concernant le produit, franchement, je n'ai pas trouvé quelque chose qui relate directement les économies d'énergie, mais quand on parle de produit, automatiquement, on va parler de consommation énergétique et de performance énergétique. Par exemple, celui-là, ça concerne les moteurs à combustion interne et de la performance des moteurs à combustion interne. Vous voyez que parfois, la norme, elle est assez longue, hein. Elle comporte plusieurs parties. Elle précise de quoi il s'agit par rapport à un titre global. Donc, on a le titre global, une précision, une partie, c'est la puissance du moteur, le carburant et la lubrification en termes de consommation, les méthodes, les tests et les méthodes de test ou de vérification,
et ainsi de suite pour des moteurs à utilisation générale. Donc, là, qu'est-ce qu'on entend par produit? C'est vraiment spécifique, ça concerne que les moteurs à combustion interne, réciproque. Donc, c'est bien précis et ça concerne leur performance. L'ISO 18314, partie 4, elle a été révisée. Donc, la première, elle était en 2020. Donc, c'est l'analyse colorimétrique, c'est-à-dire c'est par rapport à certains matériaux qui, sous l'effet de la lumière, changent de couleur, etc. Donc, c'est un produit. C'est une norme spécifique à un produit. Et la dernière concerne l'éclairage. L'éclairage, c'est un point essentiel en efficacité énergétique et économie d'énergie, surtout en Algérie, surtout l'éclairage public pour les collectivités locales. C'est un point qui nous intéresse spécialement parce qu'on fait partie de l'association Energy Cities Algeria, qui souhaite ou qui a pour objectif d'accompagner les collectivités locales dans leur action et mesures d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique. Donc, ça parle de la mesure photométrique et des lampes et des luminaires et des données par rapport à l'éclairage des espaces de travail. Tout ça, c'est normalisé parce que, par exemple, quand on parle d'un luminaire, vous êtes dans un bureau, l'éclairage qui est au-dessus de votre tête doit suivre vraiment des règles bien précises. Sachez que ces règles-là viennent de normes et non pas de nulle part. Voilà, en conclusion, comme je l'ai dit tout à l'heure dans les outlines, je ne vais pas parler de conclusion. Il n'y a pas de conclusion au domaine de l'énergie et à ce qui se passe actuellement dans le monde en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'empreinte carbone, de consommation excessive et irrationnelle de l'énergie. Je vais parler surtout de notre devoir d'agir pour un avenir viable en termes d'énergie, transition énergétique, économie d'énergie pour nous et pour les générations futures. Avant de laisser le libre débat au présent, je vais donner certaines informations sur l'Institut algérien de normalisation, IANOR. Il est constitué, il héberge 72 comités techniques nationaux. Ces 72 comités techniques nationaux, chacun dans son domaine, on a dit qu'il y a vraiment des précisions très subtiles dans les domaines. Par exemple, le 72e comité s'intéresse au cycle de vie, à l'analyse des cycles de vie. Le comité 69, où je suis membre volontaire, s'intéresse à la maîtrise de l'énergie, efficacité énergétique et énergie renouvelable, en d'autres termes. Et donc, nous sommes non pas dans l'élaboration, ce qui est dommage. J'espère que ça va venir dans le futur, mais enfin, l'Institut et les différents comités essaient d'étudier et d'analyser un petit peu les normes internationales et européennes. Enfin, généralement, c'est ISO ou bien EN. Et s'ils sont adaptés à notre contexte national, elles vont être adoptées par ces comités-là et devenir normes algériennes. Et bien sûr, pourquoi pas aller vers les certifications. Pourquoi les certifications? Parce que nous sommes dans un contexte de développement économique durable. Nous avons besoin de créer de la valeur ajoutée. Nous avons besoin d'innover, de produire. Et nos produits doivent être concurrentiels. Concurrentiels en termes de qualité, dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport aux normes, de sécurité, donc c'est des produits qui doivent être sûrs, des processus qui doivent être sûrs pour l'utilisateur, et enfin d'économie, c'est-à-dire
qu'on ait notre propre clientèle, qu'on développe notre marché, qu'on va vers le national, le local, le national et pourquoi pas l'international et concurrencer avec les différentes autres marques, pourquoi pas. Voilà, donc, et pour ça, pour se faire cette place-là, on a vraiment besoin d'appliquer les normes et d'aller vers les certifications pour être concurrentiel à l'échelle internationale. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame Boujabi. Je voulais juste, avant de passer, de laisser la parole aux gens, juste montrer, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez sur mon écran ou pas? Oui, oui, c'est visible. Voilà, c'est juste un modèle de norme. Elle est algérienne, Mouassafa comme on dit en arabe. Donc cette norme-là, elle a été adoptée en 2022 et donc elle concerne par exemple la conception de l'environnement des bâtiments. Donc ça englobe la conception, le dimensionnement, l'installation et contrôle des systèmes intégrés de chauffage et de refroidissement par rayonnement. Et ça concerne spécifiquement la conception et dimensionnement. Et vous voyez que n'importe quelle norme, d'abord il y a bien sûr le sommaire, mais donc elle est propriété de l'IANOR. On a donc l'avant-propos. Je voulais juste vous parler un petit peu de la structure. Donc on a elle vient de l'ISO 11855, partie 3, adopté ou élaboré en 2021. Et on a d'abord ce code, on a le titre et on a le domaine d'application, c'est-à-dire chaque norme doit préciser à quel domaine d'application elle est applicable, elle est possible, les références normatives qui lui sont assignées, et les termes et définitions. On a parlé tout à l'heure de termes et définitions. C'est très important d'avoir le même vocabulaire du point de vue symbole, du point de vue lexique, etc., lexique technique, etc. Et après, on rentre dans le contenu même de la norme. Ce qui est intéressant, vous voyez que les normes, tant qu'on a un dimensionnement, on a des calculs, on a des formules, des coefficients, et ainsi de suite. Voilà, c'est des exemples de normes, par exemple, normes produits. Voilà, j'ai terminé. Donc, s'il y a des questions, moi, je préfère pas les questions. J'ai parlé au départ d'ouvrir enfin, le débat, d'avoir un think tank pour discuter un petit peu tous de l'importance des normes et de l'application des normes. Merci. Donc je commence par vous remercier, Madame Boujabi, pour cette excellente conférence sur la normalisation et l'économie de l'énergie, donc présentée dans le cadre d'Energy Cities Algérie, qui est une association nationale. Il se trouve que on est en streaming sur la plateforme YouTube. Donc il y a quelques questions qui ont été écrites et j'invite tous les participants, ceux qui sont en train de nous suivre, d'inscrire, s'ils veulent passer en direct, on leur envoie le lien directement sur un commentaire. Donc, s'ils veulent participer en audio. Sinon, il y a une question de Mouroublila qui vous demande quelles sont les normes ISO les plus pertinentes pour garantir la conformité des projets énergie renouvelable. Garantir, pardon? Alors, quelles sont les normes ISO les plus pertinentes pour garantir la conformité des projets d'énergie renouvelable? Là, c'est une question un peu particulière parce que je n'ai pas en tête toutes les normes ISO. Je conseille à la dame de voir avec les comités techniques qui traitent des énergies renouvelables et qui ont accès à ces normes-là.
Tout système a ses normes. Et donc, une petite recherche état de l'art lui permettra de trouver les normes adéquates. Moi, j'ai pas en tête une norme bien précise. Je suis plutôt dans l'efficacité énergétique, économie d'énergie, comme j'ai cité tout à l'heure. Mais pour chaque produit, pour chaque composant, il existe les normes internationales. Et il suffit de rentrer sur ISO, de faire une petite recherche, de voir avec les comités techniques spécialisés, que ce soit l'IANOR, parce qu'il y a un comité dédié aux énergies renouvelables au niveau de l'IANOR. J'ai oublié le numéro, mais je pourrais faire une petite recherche. Elle peut m'envoyer une demande sur LinkedIn. Je lui transmettrai les normes existantes. Elle peut trouver aussi ces normes-là si elles sont adoptées en Algérie sur le site de l'IANOR, parce qu'il y a la liste des normes, mais aussi sur les sites ISO, sur les sites EN, NF, AFNOR, etc. Donc, c'est des normes reconnues. Je n'ai pas en tête les références. Voilà, désolée. Je vous remercie donc, pour votre réponse. Donc, pour ma part, sur cette plateforme, il n'y a pas d'autres questions. Peut-être que je vous pose une question. Donc, j'ai bien suivi donc, votre conférence, surtout la première partie où vous faisiez la différence entre les standards et les normes, effectivement. Vous avez aussi parlé de niveau d'intervention local, donc national, local et international. Il existe donc différents types de comités ou on va dire, d'associations dans ce domaine-là. Et vous avez insisté aussi que les normes étaient faites beaucoup plus pour garantir la qualité et la sécurité des utilisateurs ou des producteurs. Donc, ma question serait, quel est l'impact de la normalisation sur, si vous voulez, le côté management de la production, par exemple, dans le domaine des voitures ou dans le domaine mécanique. Donc, quel est l'impact de cette normalisation sur une entreprise, que ce soit du point de vue économique ou bien technique aussi, parce que ça va nous permettre d'avoir par exemple, des pièces de rechange normalisées. Ça va nous permettre aussi de créer une chaîne de production qui soit identifiée, d'avoir des sous-traitants. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact des normes par rapport à la sous-traitance. Voilà, pour bien spécifier. Donc, si vous pouvez nous apporter des éléments. Oui, tout à fait. Voilà, vous avez parlé de standards tout à l'heure et de normes. En fait, les normes, elles sont élaborées et adoptées par des organismes reconnus sur la scène mondiale. Par contre, les standards, c'est un peu spécifique, c'est-à-dire, par exemple, une entreprise qui a innové dans un système bien défini et qui s'est créé son propre standard. Donc, quand on a son propre standard, il faut vraiment se faire sa place sur le marché. Par son produit et dans le sens où c'est vraiment innovant, nouveau, etc. Et là, bien sûr, les standards ne sont pas faits par les propriétaires eux-mêmes de la compagnie. Ils font appel eux aussi à des experts. Et donc, ce n'est pas ce n'est pas d'un second degré, on va dire. Mais les normes, elles sont reconnues à un niveau plus important. Et dans ce sens, ces normes-là, quand on parle de management d'une compagnie ou d'une entreprise pour un produit ou un processus de production donné, quand ils suivent les normes, quand ils ne suivent pas de normes, ils ont tendance, grosso modo, à perdre en matière première, à perdre en coût, à perdre en énergie, parce que
leurs procédures, leurs processus, leurs produits ne suivent pas des normes bien précises. Qu'est-ce qu'on entend par norme dans ce sens? On parle, quand il s'agit, par exemple, d'un processus, c'est des règles de fonctionnement de ce processus. Et quand on n'a pas de règles, bien sûr, on tombe dans le panneau de perdre. Comme j'ai montré tout à l'heure, je vais revenir peut-être sur sur la présentation. Pardon. Je ne sais pas si je l'ai... Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, quand on ne suit pas de normes, on pourrait utiliser à chaque étape de notre processus des systèmes qui ne sont pas adaptés, qui nous font perdre beaucoup d'énergie, qui nous font perdre beaucoup de coûts, et ainsi de suite. Et au final, on a une production minimale par rapport à un gaspillage ou une perte de coûts importante. Par contre, si on suit les normes, les processus suivent des règles bien définies et donc on a tendance à optimiser notre processus ou optimiser notre produit. Donc, elles servent à optimiser le produit, d'une part, le côté technique, et bien sûr, quand on optimise le produit, quand on rectifie les erreurs, etc., grâce aux normes, on assure la sécurité par rapport aux utilisateurs, etc. Et on a une meilleure qualité du produit. Et dans ce cas, quand on sort notre produit à la vente ou sur le marché, on inspire confiance aux consommateurs, mais aussi aux sous-traitants. C'est-à-dire que les sous-traitants vont être encouragés, par exemple, à fournir leurs services à cette institution avec les pièces de rechange. C'est-à-dire que ça enclenche tout un réseau, parce qu'on a confiance dans ce produit, parce qu'il a montré ses preuves, il a donné ses preuves, et ainsi de suite. Et cette garantie offerte par les normes, elle ne vient pas de nulle part, parce que dans la norme, ce sont des experts de tout domaine et qui élaborent des études et des règles d'application, des formules, des méthodes bien étudiées. Et c'est ce qui fait la différence entre c'est-à-dire fournir ou produire ou vendre un produit qui n'a pas suivi de normes, donc il a tendance à avoir un delta E d'erreur plus important qu'un produit qui suit une série de normes. Je dis une série de normes parce que une norme seule n'est pas vraiment adéquate. On a toute une panoplie de normes qui travaillent ensemble, c'est-à-dire qui sont opérables. Tout à fait. Je vous remercie. Vous avez vraiment touché du point ce que je voulais donc mettre en exergue. En fait, vous mettez aussi l'importance de la normalisation par rapport à l'exportation aussi. Donc ça, c'est pour nos producteurs peut-être. Il y a d'autres questions, si vous permettez, Madame Boudiaby. Donc la soirée s'annonce être très intéressante. Donc il y a une autre question. Oui. Alors, quels sont les principaux obstacles à l'adoption de ces normes d'économie d'énergie en Algérie? Et comment pouvons-nous les surmonter? Donc, quels sont les principaux obstacles à l'adoption de ces normes d'économie d'énergie en Algérie et comment pouvons-nous les surmonter? D'accord, merci. Merci pour la question, elle est assez pertinente. Donc, concernant l'adoption elle-même, il n'y a aucun obstacle parce que l'adoption, pour qu'on soit clair sur les termes, je disais tout à l'heure,
par rapport aux normes, qu'ils définissent aussi le lexique utilisé. Quand on parle d'adopter une norme, c'est l'organisme de normalisation qui l'adopte, c'est-à-dire en Algérie, c'est l'IANOR. Malheureusement, déjà, le premier point, c'est que beaucoup de gens ignorent l'existence de cet institut, déjà. L'IANOR comme institut de normalisation en Algérie. C'est vrai qu'on n'élabore pas, et je déplore cela, mais j'espère que ça va se régler parce que l'IANOR, si vous rentrez sur son site, il a été créé il y a plusieurs années, mais ce qui pose problème, c'est que pour pouvoir arriver au stade d'élaboration des normes, on a besoin que nos experts puissent contribuer et assister aux comités techniques internationaux parce qu'ils apprennent, et on a besoin de cette expérience-là, expérience internationale. Ça permettrait à nos experts d'acquérir les bases de l'élaboration des normes. Quoi qu'il en soit, pour le moment, l'IANOR adopte les normes. C'est-à-dire, et comment on adopte une norme? Par exemple, je suis une entreprise, j'ai besoin de travailler sur un produit donné ou de vendre, de faire un processus industriel ou autre, ou dans le bâtiment ou en agriculture, etc. Et je veux être dans les normes. Qu'est-ce que je fais? J'exprime mon besoin en telle ou telle norme à l'IANOR, à la direction de l'IANOR. L'IANOR va prendre en considération mes besoins en normes que je veux utiliser pour être certifié ou autre, et elle va les soumettre, le représentant de l'IANOR va les soumettre au comité technique approprié, parce qu'on vient de dire qu'on a 72 comités, donc chaque comité a ses spécificités. Si le comité adopte la norme, je suis, en tant qu'entreprise, je suis en mesure de l'acheter au niveau de la norme et de faire ma procédure avec cette norme-là jusqu'à obtenir ma certification. Maintenant, qu'est-ce qui pose problème? C'est le manque de connaissance de ces procédures-là. C'est-à-dire les compagnies algériennes, par exemple, on a tendance à acquérir du matériel, en général, de l'importation. On se réfère au certificat de conformité. C'est quoi le certificat de conformité qui arrive avec les installations importées? C'est un certificat qui confirme que le produit ou l'appareil ou la machine ou peu importe est c'est-à-dire suit les normes internationales selon ses caractéristiques. Et nous, on fait confiance à ces certificats. C'est ce qui est logique. Une norme, elle nous donne cette garantie et donc nous met en confiance. Mais ce qu'il devrait se faire, c'est qu'on ne doit pas s'arrêter au certificat fourni par l'importateur, on doit établir notre conformité sur place, dans les conditions de fonctionnement en Algérie. Et c'est ce qui fait, comment dire, que c'est un obstacle important. Ça, c'est pour les produits importants, parce qu'on n'arrive pas, on n'a pas les laboratoires d'instrumentation. Oui, pour vérifier la conformité dans tous les domaines. Je pense que le seul laboratoire, voilà, de vérification et d'accréditation, etc. Je pense qu'il existe dans le centre de recherche CRTI. Je pense oui. qu'ils font de l'homologation. Oui, ça commence. Mais avant, voilà, pour homologuer les appareils, etc. Mais, et ça commence. Mais c'est surtout les produits. Madame Boudjabi, juste pour clarifier peut-être pour nos auditeurs, il faut dire que ce domaine-là, il est complexe. D'un côté, nous avons les installations, que ce soit dans le bâtiment ou dans les process ou dans les transports. Et d'un autre côté, nous avons les instruments pour vérifier justement cette conformité à tel ou tel norme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention. Et c'est pour ça que je parlais de sous-traitance. Et ça rejoint peut-être la conférence qu'on a vue la semaine dernière avec Madame Degla qui parlait des énergies renouvelables, des installations du photovoltaïque et qui en fait
même si elles sont fabriquées en Algérie, donc on ne sait pas si elles sont homologuées, normalisées. Exactement. Et du coup, les produits importés ou autres se voient peut-être, ils sont plus chers et ils rentrent dans le marché algérien. Donc, je pense que l'objectif pour nous, c'est d'aller vers ces énergies renouvelables à moindre coût. Tout Donc, à fait. voilà. Je fais un petit peu le lien entre tout ce que Exactement. fait l'association. Oui, tout Voilà. à fait. Tout est lié, tout est lié. En fait, pour les installations fabriquées en Algérie, j'allais terminer, enfin continuer avec ça, parce qu'il y a l'importation, mais il y a aussi le local. Le local, il peut être performant. On ne peut pas dire que si on ne suit pas la norme, on n'est pas dans la performance. Ce n'est pas vrai. Je viens de dire au début que la norme, elle est volontaire, mais pour fidéliser enfin, un acheteur ou aller vers l'international ou concurrencer n'importe quel autre produit et battre les coûts, c'est-à-dire abattre les coûts, parce que quand on a une production locale, ça veut dire qu'il y a moins de transport, on gagne en coût de transport, on gagne en coût de matières premières, par exemple, et ainsi de suite, on gagne en coût de dédouanement, les coûts vont baisser, mais on demande aussi la concurrence. Et pour la concurrence, on a besoin de faire ces tests parce qu'il y a des normes de méthodes de test justement des produits et des installations et des appareillages. C'est un tout. Donc, les tests nous permettent d'établir des certificats de conformité et la conformité, d'où elle vient de normes. Et voilà, donc c'est un cercle, on va dire, un petit peu ambigu, mais tout est lié dans le sens où on cherche à produire le meilleur produit du point de vue qualité, le plus sûr et à moindre coût. C'est ce qu'on essaie d'avoir avec l'utilisation des normes. Les obstacles sont multiples, non pas en Algérie seulement, même à l'étranger, mais je pense qu'à l'étranger, la majorité des normes ont été intégrées dans la réglementation. Et c'est ce qui a fait que tout le monde était obligé de s'aligner. Nous, on est sur cette voie-là, mais pas encore. C'est-à-dire qu'en Algérie, on a besoin d'établir des lois et des règlements qui permettent d'appliquer, que ce soit les normes adoptées, le mieux, c'est que ce soit les normes adoptées en Algérie, bien sûr. Mais les normes sont sur demande du secteur socio-économique, sur demande. Par exemple, pour l'éclairage public, l'IANOR pourrait adopter des normes sur l'éclairage public sur la demande du ministère de l'Intérieur des collectivités locales parce qu'il a un projet en éclairage public et il a besoin de suivre des normes pour les installations de l'éclairage public actuel. Voilà, entre guillemets, c'est un tout et les obstacles ne sont pas insurmontables, mais demandent beaucoup de travail. Merci beaucoup, Madame Boudjabi. Il reste une dernière question qui va peut-être clôturer notre webinaire de ce soir. Donc, quelle est la feuille de route, donc à votre avis, pour mettre en place ces normes d'économie d'énergie en Algérie? Donc, quelle pourrait être la feuille de route concernant donc, la mise en place de ces normes-là en Algérie? Oui, une feuille de route, c'est un peu dire, mais pour pouvoir adopter des normes en économie d'énergie, tout dépend du secteur déjà. Par exemple, pour le secteur de l'industrie, ils sont en train d'appliquer plusieurs normes sans le savoir, sans chercher évidemment à la certification, parce que c'est des processus généralement universels. Donc, par exemple, pour la fabrication d'un boulon, etc., on sait que le diamètre doit être tel ou tel, etc. Donc, en industrie, le problème ne se pose pas. Du point de vue économie d'énergie aussi, parce que l'industrie, ils ont l'imposition où ils sont obligés de faire l'audit énergétique et donc des méthodes d'amélioration et des actions d'amélioration de l'efficacité énergétique déjà. Ils sont contraints à réduire leur empreinte carbone. Donc, ils sont dans la phase
d'application de la réglementation. Quand on parle de réglementation, les normes vont être pratiquement obligatoires. Et ils seront assignés à appliquer ces normes-là systématiquement pour réduire leur consommation, économiser l'énergie, réduire leur empreinte carbone et ainsi de suite. Pour les autres secteurs, c'est un peu plus complexe. Par exemple, pour le bâtiment, la réglementation thermique dans le bâtiment n'est pas encore obligatoire en Algérie. Donc, les différents secteurs pourraient appliquer les normes dans un sens d'amélioration de leur performance, c'est-à-dire ou de certification, en attendant que ça soit intégré dans la réglementation. Et là, la feuille de route serait volontaire, parce qu'on parle de normes volontaires, mais elle pourrait changer les pratiques, par exemple dans le bâtiment. Les pratiques dans le bâtiment par rapport aux matériaux, aux installations énergie renouvelables, par rapport par exemple pour les associations, par rapport à la sensibilisation des utilisateurs. Il existe par contre certaines normes qui ont intégré la réglementation. J'ai parlé tout à l'heure de ça, c'est l'étiquetage par exemple des électroménagers. Maintenant, tout électroménager qui n'a pas son étiquette et qui n'est pas au-delà de la classe A ne peut pas être vendu en Algérie, par exemple. Donc, c'est des étapes. La feuille de route, c'est essayer de créer, dont j'ai parlé tout à l'heure, un système, une approche systémique et de rassembler toutes ces actions éparpillées dans une seule stratégie qui pourrait permettre d'améliorer la performance énergétique dans le bâtiment, par exemple. Pour le transport, c'est pareil. Il y a des actions qui se font par rapport à la substitution des carburants par du GPL, etc. Mais c'est un tout, et la stratégie, elle est multi-sectorielle. Par exemple, pour le transport, ça inclut ou ça demande l'implication des différents ministères, par exemple de l'habitat, du transport, des collectivités locales, pour revoir, par exemple, le circuit routier, utiliser le transport en commun, favoriser les véhicules électriques. Tout ça, c'est multisectoriel, mais qui se rejoignent si on appliquait un petit peu cette panoplie de normes universelles qui pourraient donner leurs résultats. Mais c'est un travail de longue haleine et à long terme, bien sûr. On ne peut pas du jour au lendemain se dire, voilà, on va appliquer telle norme. C'est bien d'abord de l'appliquer dans le bon sens. On ne peut pas prendre une norme et l'appliquer comme ça. Il faut bien l'étudier, il faut bien la comprendre et l'appliquer dans le bon sens. Et la feuille de route principale, c'est créer cette stratégie multisectorielle pour les économies d'énergie. Et je reviens à cette norme-là qui est très importante, qui concerne les économies, l'évaluation et calcul des économies d'énergie de pays, de régions et de villes. Et c'est ce qui englobe une feuille de route globale, et après ressortir avec des feuilles de route sectorielles, par exemple. Je vous remercie, Madame Boudjabi, pour ces réponses très, très éclairées, très riches. Donc, il y a Madame Mouhoub Lila qui fait un commentaire sur cette réponse et qui dit qu'à son avis, il faut une volonté politique et un mécanisme de financement pour la mise en place de ces normes. Donc, c'est son avis. Pour ma part, donc, juste pour récapituler ce que vous venez d'enrichir, donc, vous avez parlé d'identification des intervenants dans chacun des secteurs, la mise en place de réglementations, donc de lois, renforcement des lois et des normes. Vous avez aussi parlé d'un côté qui intéresse aussi notre association, c'est la sensibilisation des utilisateurs et du grand public
à cette économie d'énergie, mais aussi au travers des bonnes pratiques. Donc, la généralisation des bonnes pratiques, déjà communiquer sur les bonnes pratiques et ensuite sensibiliser, que ce soit les utilisateurs, les producteurs ou le grand public par rapport à cette thématique. Vous avez parlé aussi d'étiquetage, donc de visibilité de cette économie énergétique. Ce qui me vient à l'idée, par contre, c'est la sobriété dans la consommation de l'énergie. Donc, ça a été ça a figuré donc dans un certain moment dans la politique de l'Algérie. Donc, on parlait de sobriété, mais c'est-à-dire que l'idée n'a pas peut-être accroché. Donc, il faudra y revenir pour dire que voilà, ça bénéficie à tout le monde de faire des économies d'énergie. On parle aussi d'efficacité énergétique. Vous avez parlé d'une stratégie multisectorielle et l'évaluation, ça c'est un point qui me semble très important que vous avez donc ressorti, c'est l'évaluation et le calcul de l'économie énergétique par région, pourquoi pas par continent, par région et ensuite par pays. Donc vous parlez d'une stratégie, on va dire, d'objectif global d'abord, parce que vous savez qu'en général, quand il y a une loi à l'international, on est obligé par la suite de se conformer dans l'urgence et peut-être que ce n'est peut-être pas les bonnes pratiques. Donc, vous parlez d'une stratégie avec des objectifs globaux, au niveau global, ensuite faire des objectifs donc, multisectoriels et les atteindre par secteur. Donc, je vous remercie beaucoup pour la richesse de votre intervention et aussi pour la réponse aux questions. Merci. Voilà. Juste pour rajouter, par rapport à Madame Mouroub, oui, tout à fait. Que ça soit en Algérie ou ailleurs, la volonté politique est nécessaire, surtout à échelle nationale. Mais ça n'empêche que les associations et la société civile pourraient améliorer le profil énergétique du consommateur à petite échelle par cette notion de sobriété énergétique, d'économie d'énergie à petite échelle, en attendant une application à grande échelle pour les besoins économiques de développement durable du pays et d'économie d'énergie globale. C'est vrai que la stratégie globale a besoin de ramifications, bien sûr, par rapport au secteur, parce qu'il y a des spécificités et il y a des spécificités pour chaque pays, bien sûr. Et on doit ce qu'on appelle s'aligner à notre propre adaptation et non pas à prendre toutes les normes telles quelles. C'est pour ça qu'il y a des instituts de normalisation dans chaque pays pour que ça soit adapté à chaque besoin de chaque entreprise, de chaque pays, de chaque acteur socio-économique. Merci à vous et j'espère que j'ai été la plus exhaustive possible sur ce thème-là, qui est très important, qui est très vaste. Exactement, et d'actualité. Et voilà, tout à fait. Oui, tout à fait, Madame Boudjabi Atek Saha. Nous avons été ravis de vous avoir avec nous dans l'association Energy Cities Algéria. Merci. Donc, Monsieur le Président, Monsieur Hsni, ainsi que Monsieur Merabet, donc chargé de la communication, vous remercie pour cette conférence. On remercie tous nos auditeurs ou les personnes qui nous suivent sur la plateforme donc YouTube, sur LinkedIn, sur notre page Facebook. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas donc à inscrire vos commentaires. S'il y a d'autres questions, on les transmettra à Madame Boudjabi et je suis sûre qu'elle se fera un plaisir d'y répondre. Donc, comme ça, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée, bon thé ou bon qalbellouz et saha sahurkoum à tous. Et à un prochain webinaire, Inch'Allah, ça sera pour mardi prochain. Donc, restez connectés avec notre chaîne YouTube et on vous remercie. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.